Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau sur cette nouvelle vidéo de Rennes-le-Château, le dossier. C'est un moment que j'aime partager avec vous. Nous avons déjà quand même pas mal, si j'irais voyager un petit peu dans cet univers de Rennes-le-Château, hein, d'abord par le condensé, j'irais, de l'aspect historique de l'histoire de ce village. Ensuite, on a fait un condensé rapide de l'affaire de Rennes-le-Château et de Béranger-Saunière, hein, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Nous avons abordé un thème un peu particulier, parce que nous avons commencé par la fin, avec la mort particulière de Béranger-Saunière et surtout de la relation qu'il y a eu avec Jean Rivière, le fameux curé d'Esperanza, qui ne lui a pas donné l'extrême onction, entre guillemets, de son vivant, hein, puisqu'il lui a refusé. Et que c'est seulement, j'irais, une fois que Béranger-Saunière est décédé, que là, Jean Rivière est venu lui donner les derniers sacrements. Donc on voit qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu particulier. Nous allons maintenant aborder, j'irais, d'autres aspects hein, de ce mystère de Rennes-le-Château, et nous allons surtout regarder ce que Béranger-Saunière a fait, et les traces qu'il a laissées dans le village de Rennes-le-Château. Et en effet, ces traces se sont divisées en trois phases distinctes. D'abord, il y a eu les travaux dans les jardins de l'église, puis après dans l'église proprement dite, puis enfin, vous le verrez, le domaine. Nous sommes maintenant en 1891, et Béranger-Saunière va donc demander quelque chose d'assez étonnant, puisqu'il va s'adresser à la mairie de Rennes-le-Château, et il va demander l'autorisation d'aménager la place qui est devant l'église du village. Alors quand je dis la place, c'est plutôt une sorte de terrain vague où il n'y a rien qui pousse, c'est de la terre battue. C'est le lieu où tout le monde se réunit avant les offices, probablement de l'herbe qui traîne là. Mais rien d'aménagé, rien de bien agréable, aucun lieu convivial, si je puis dire. Voilà. Béranger-Saunière décide, comme ça, de demander l'autorisation d'aménager ce lieu. Et il précise clairement à la mairie, mais ne vous inquiétez pas, je réaliserai ces travaux à mes frais. Évidemment, le conseil municipal réfléchit, il dit, bah écoutez, finalement, pourquoi pas, on a un espace qui est là, si vous voulez faire quelque chose de bien, nous on est d'accord. Mais à une condition, c'est que nous ne voulons pas qu'il y ait de clos, hein, c'est-à-dire qu'il y ait de lieux où personne ne puisse rentrer sauf le curé, et il précise bien que si jamais il devait y avoir nécessité de mettre des serrures sur des lieux de ces jardins, eh bien le conseil municipal exige d'en posséder au moins un double, ce qui est un peu logique, puisque c'est la commune qui va être propriétaire du terrain, même si le curé Béranger-Saunière décide de faire ça à ses frais. Bref, tout le monde se met d'accord, et notre curé décide donc de faire ces jardins. Ça va durer 4 ans, un peu plus de 4 ans, hein, il va les faire sur une durée un petit peu longue, mais c'est réfléchi. Et c'est important de bien voir où on en est. Rappelez-vous, en gros en 1887, Béranger-Saunière a fait les premiers travaux dans l'église. Quand je dis les premiers travaux, c'est justement la toiture qui a été réparée, c'est les vitraux qui ont été refaits, et puis, bien évidemment, comme on l'a vu précédemment, eh bien, c'est la réfection de l'autel, c'est le changement de l'autel qu'il y avait dans cette église sorte ancienne, et ce vieil autel, hein, qui datait de l'époque carolingienne. Et vous savez que c'est là où il découvre des choses, ça on en est certain, il va découvrir sous la dalle des chevaliers, j'irai un lieu, enfin une surface dans laquelle il va trouver de la terre battue, et il va trouver derrière des ossements, il va également trouver un chaudron plein de pièces d'or, hein, en tout cas de valeur, ça c'est certain, et on sait qu'il va continuer à travailler. Il va travailler, il va chercher, il va gratter, on ne sait pas ce qu'il trouve. Bref. Ça s'est passé en 1887, on arrive en 1891, on voit qu'il y a un laps de temps où il ne se passe rien. Et en 1891, il décide donc de faire ces jardins. Et quand je dis il ne se passe rien, du moins, il ne se passe rien que nous pouvons identifier pour le moment. Quand je dis qu'on ne peut rien identifier, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre les travaux qu'il a fait dans l'église, où il a demandé à Corbu et Captier de partir, et le début des travaux qu'il va faire sur cette place qui va devenir la place de l'église, avec ces jardins que nous connaissons actuellement et qui sont quand même très jolis. Donc il va faire ces jardins que vous connaissez, que l'on voit actuellement. Il va évidemment faire la fameuse grotte Auban, hein, on va l'appeler comme ça. Cette grotte
dont nous avons parlé en détail dans la vidéo précédente, lorsque nous parlions de la mort de Béranger Saunière, puisque je vous rappelle que je me suis permis de faire un parallèle entre la grotte de Rennes-le-Château, enfin du village, et celle que Jean Rivière a fait construire dans son église à Esperanza. Donc il y a cette grotte avec ce banc avec des symboles, semble-t-il, dessus, que l'on a du mal à identifier maintenant. Il avait fait une autre petite grotte sur le côté de la première grotte, qui est partie en ruine. Et c'est vrai que quand on regarde le plan de masse des jardins d'église, on est sur une forme de triangle. On a donc une allée qui va aller du bord, je dirais, de la rue qui mène à l'église au porche de l'église. Et Béranger Saunière va faire construire un calvaire, hein, donc cette grande croix. Et au pied de cette croix, eh bien, c'est là où ça devient un petit peu surprenant. Il va reposer la dalle des chevaliers, hein, celle qu'il avait découverte dans l'église. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il va la déposer, mais face au ciel. C'est-à-dire que là, on pourra la distinguer, la voir clairement. Ce qui finalement fut une erreur majeure, puisque maintenant cette dalle est quand même très érodée, très esquintée. C'est celle que l'on connaît maintenant au musée du village. Et on ne voit plus les détails parce que justement elle a été mise face aux intempéries pendant pas loin de 80 ans à peu près. Donc on voit que cette dalle qui était dans l'église, au pied du maître-autel, se retrouve dans les jardins, au pied du calvaire, mais face vers le ciel, alors que préalablement dans l'église elle était la face contre la terre. Et vous allez voir que c'est pas si anodin parce qu'on va avoir des éléments qui vont être surprenants. D'ailleurs, si on se retourne, si on est face à ce calvaire et qu'on se retourne complètement, nous avons la grande surprise et le grand plaisir de retrouver le fameux pilier dit carolingien qui soutenait le vieil autel. Et quand on regarde, c'est là où on est quand même un petit peu surpris, eh bien, on s'aperçoit que ce pilier qui était dans l'église a donc été mis au fond des jardins. Et quand on regarde, il est surprenant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce pilier carolingien représente une croix chrétienne, perlée, comme on dit, hein, les perlées, avec au-dessus des 5 grappes de raisin, et puis surtout on voit l'alpha et l'oméga, hein, alpha et oméga symbolisant le symbole du Christ, je suis le début, je suis la fin. Les lettres, la première lettre de l'alphabet grec et la dernière lettre de l'alphabet grec, donc, qui représente bien ce début et cette fin. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'autant qu'on était bien dans le bon sens de la croix quand le pilier était posé dans l'église, bien Béranger Saunière a fait mettre ce pilier dans les jardins, donc au fond des jardins, et il l'a mis à l'envers. Et là, on peut réellement s'interroger parce que, finalement, quand on le regarde dans les jardins, là maintenant vous y voyez une reproduction, hein, c'est pas le vrai pilier, puisque le vrai pilier maintenant est au musée de Rennes-le-Château, eh bien, on s'aperçoit que la croix est donc à l'envers, c'est-à-dire tête en bas. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Vous savez très bien que la croix à l'envers est un blasphème dans la religion catholique romaine. C'est manquer de respect à cette symbolique, cette croix sur laquelle Jésus a été crucifié et sur laquelle il est mort, nous dit-on. Et ce prêtre, ce curé, qui ne peut pas manquer de savoir que ce qu'il fait est blasphématoire, retourne cette croix. C'est un des éléments qui m'a toujours surpris. Quand on me dit « il n'y a rien avec le château », tout va bien, ce curé est tout à fait comme les autres, on a quand même un curé là qui prend une croix et qui la met à l'envers. Je vous rappelle que maintenant, certains mouvements sataniques prennent ce symbole de la croix à l'envers pour marquer leur différence avec l'Église romaine, l'Église catholique romaine. Alors attention, hein, qu'on soit bien clair, je ne dis en aucun cas que Béranger Saunière appartenait à un mouvement dit satanique. Ce n'est pas du tout cela, et je pense que Béranger Saunière n'avait pas du tout cela dans l'esprit. Il avait autre chose à nous dire, mais ce n'était pas le symbole du satanisme. Et puis, si on réfléchit par rapport à ce que je viens de dire, eh bien, on doit forcément s'étonner. On s'étonne que la dalle des chevaliers se retrouve face vers le ciel, alors que dans l'église, elle était face contre terre. Donc, on la retrouve inversée par rapport à sa position initiale. Exactement comme le pilier.
Donc on est étonné. On dirait que tout ce qui était dans l'église et que Sonnière a pu utiliser, il l'a remis à l'extérieur, mais à l'envers. C'est sûrement par ce genre de réflexion qu'un auteur célèbre dans l'affaire de Château, qui hélas nous a quittés, qui se nommait Alain Féral, a eu la chance de pouvoir vivre dans ce village pendant de nombreuses années avant qu'il soit ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire un lieu fréquemment visité, voire un lieu hautement touristique. Eh bien, Alain Féral a réussi à vivre pendant près d'une vingtaine d'années dans le domaine de Béranger-Sonnière, et il a même vécu précisément au presbytère. Au presbytère, mais aussi à la Villa Béthanie, il pouvait circuler librement. Et puis, donc, il s'est très vite pris au jeu de l'affaire, hein. Il s'est fait un peu piger, comme nous tous, par ces mystères. Et Alain Féral a eu l'excellente idée de faire du relevé topographique, si je puis dire, de toutes les propriétés de Béranger-Sonnière. Il va donc passer bon nombre d'années à tout relever. À tout relever et finalement réussir à nous faire des plans de masse extrêmement intéressants que l'on connaît, et surtout que l'on connaît maintenant à travers son livre qui s'appelait « La clé du royaume des morts », que je vous conseille bien évidemment de lire avec attention, car lui aussi il est plein de symboles. Eh bien, Féral a réussi à tout relever, et c'est vraiment, je dirais, une image à un instant donné de la vie de Rennes-le-Château que l'on commence à voir un peu se bousculer. Et Alain Féral, quand il a fait tous ses dessins, parce qu'il était vraiment plongé dedans, il s'est rendu compte d'une chose assez étonnante. D'abord, il s'est très vite compris les inversions qu'il y avait entre la dalle des chevaliers et les piliers, hein. Et puis il s'est dit, mais finalement, si ça allait beaucoup plus loin que ça. Et il a surtout remarqué que le plan de masse des jardins de l'église, eh bien, correspond au plan de masse de l'église de Rennes-le-Château. C'est-à-dire que si on avait la possibilité de faire glisser l'église sur les jardins, eh bien on verrait qu'il y aurait une superposition parfaite. Donc, qu'est-ce qu'a voulu nous dire Béranger-Sonnière? Alors que quand on regarde les jardins, ils ne représentent pas l'intérieur de l'église, il n'y a rien à voir. Enfin, je veux dire, c'est pas tout à fait ça. Mais il y a quand même des éléments qui y font penser. Si on regarde bien cette façon de faire, on s'aperçoit que, comme par hasard, le calvaire qui est dans les jardins se situe exactement au niveau du maître-autel de l'église. Si on regarde le pilier qui a été mis au fond du jardin de l'église, eh bien on s'aperçoit qu'il est exactement à l'emplacement, du confessionnal que nous connaissons actuellement. Et nous pouvons continuer comme ça pendant un long moment. Et pourtant, on y voit une grotte, on y voit, je parle bien des jardins, hein, on y voit une grotte, on y voit des allées, et d'ailleurs des allées très particulières. On ne se rend plus compte, mais cette fameuse allée qui part, du calvaire et qui va jusqu'au pilier inversé, eh bien vous savez que quand on marche, on va passer à un premier mur, puis le petit chemin qui mène, à l'église, et enfin une petite porte métallique qui nous conduit au jardin, au jardin de la Vierge, là où est posé le pilier inversé, avec justement une Vierge lourde par-dessus. Eh bien, dans le premier mur, à l'origine, Béranger-Sonnière avait fait mettre une grille. Vous me direz, bah oui, ça pouvait permettre d'ouvrir et fermer. Eh bien, pas du tout. La grille n'était pas mobile, elle était scellée dans les deux murs. Et elle était enlevée pour éviter de gêner les touristes de leur déambulation. Donc, il y a déjà eu une transformation de ce qu'avait laissé Sonnière. Et la question que l'on peut réellement se poser, c'est pourquoi Sonnière avait mis une grille scellée dans les murs, fermée. Donc, à quoi ça sert? C'est ridicule, il aurait dû continuer son mur. Et donc, Alain Féral, qui a étudié ça, finalement, ça a fini par se dire, et si les jardins que nous voyons, c'est-à-dire les plans plutôt des jardins, représentaient ce que l'on ne voit pas, ou si vous préférez, et si ces jardins représentaient ce qu'il y a sous l'église. En un mot, est-ce que l'on peut penser qu'une fois que Béranger-Sonnière a trouvé la fameuse dalle des chevaliers, qu'il a dégagé cet espace devant les ouvriers
Corbu et Captier, et qui leur a demandé de partir et de faire en sorte qu'ils ne reviennent plus sur le chantier, est-ce que l'on peut penser que Béranger Saunière, qui a continué les travaux seul, a réussi à atteindre le dessous de l'église? Maintenant, on en est quasiment certain. D'abord parce qu'on a fait réaliser des sondages. Quand je dis on, c'est pas moi, c'est la commune qui a demandé à faire des sondages avec ce qu'on appelle des radars de sol. Hein. C'est le même principe qu'une échographie. Hein. On passe un système électronique sur le sol qui émet des ondes et qui les reflète, ce qui permet de déterminer la composition du sous-sol, s'il est plein, s'il est creux. Et en effet, on a bien eu des éléments prouvant qu'il y avait des cavités sous l'église. Ceci dit, bien qu'il y ait eu de nombreux dossiers de fait et des demandes officielles de fait, la direction régionale des affaires culturelles refuse toujours de faire des fouilles officielles, en prétendant qu'il n'y a rien à Rennes-le-Château. Nous pourrons reparler ultérieurement. Et puis, il y a un élément quand même qui, lui, est très factuel, c'est que il a été découvert dans les affaires de Saunière un registre paroissial très ancien qui mentionne évidemment toute la vie de la paroisse, mais aussi qui mentionne les décès de certaines personnes et aussi les décès des familles nobles de Rennes-le-Château. Et il y a un passage qui nous dit bien que l'un des seigneurs de Rennes-le-Château a bien été enterré dans la crypte de l'église. Et oui, qui dit crypte, dit sous-sol. Et on voit bien qu'on parle d'un seigneur. Et d'ailleurs, je reviens rapidement sur un point. C'est ce qu'on appelle la fameuse litre funéraire. Cette litre funéraire, vous savez, c'est ce symbole qui court sur les murs d'une église, et en l'occurrence, on en voit fréquemment à l'intérieur des églises. Cette litre funéraire, qui est peinte sur les murs, qui porte fréquemment le blason de la famille noble, qui dit, voilà, dans cette église, il y a un corps important d'une personne qui est importante pour le village, pour la religion, pour plein de tas de raisons, qui est inhumé dans cette église. Et ça, c'est le symbole que porte la litre funéraire. Il y en avait une à Rennes-le-Château. Et pourquoi on en est sûr? Eh bien, tout simplement parce que Béranger Saunière l'a fait reproduire sur l'église, et on la voit bien à l'extérieur dans le cimetière, on voit bien que ça a été refait d'une façon maçonnée. Ben oui, pourquoi? Parce que Béranger Saunière, on le verra après, quand il a fait les travaux de l'église, il a fait cloisonner les anciens murs. Donc la litre funéraire a disparu à notre vue. Donc on a le symbole d'une litre funéraire qui nous dit « il y a un corps inhumé dans cette église ». On a un élément factuel qui est ce registre paroissial que l'on voit pas mal usé, qui est visiblement a vécu dans un lieu humide, et qui précise bien que les seigneurs de Rennes ont été enterrés dans la crypte de l'église. Donc il y a un sous-sol dans cette église. Alors, les jardins que nous voyons représentent-ils ce sous-sol? Pouvons-nous penser que ce sorte de cercle qui est représenté par le calvaire est-il une crypte souterraine? Est-il une crypte circulaire? Et cette allée qui part du calvaire vers, je dirais, le pilier inversé, n'est-ce pas un souterrain qui va, avancer sous l'église, et que cette grille fermée pourrait-elle symboliser, si je puis dire, peut-être un éboulement qui empêche de continuer? Mais on voit qu'après, ça reprend, et que ça va vers la Villa Béthanie. Mais ce qui est surprenant, c'est que si on redépasse encore tout ça, on s'aperçoit que la Villa Béthanie est peut-être une allégorie au presbytère qui est attenant à l'église. Vous voyez que ces jardins sont loin d'être anodins. Et ils n'ont pas fini de nous étonner parce que maintenant la question c'est qu'est-ce que vient faire la grotte dans les jardins? Peut-on penser que Saunière nous dit, eh bien, sous l'église, par le biais d'un autre chemin atteignable par les cryptes, on va tomber dans une cavité dans laquelle il y a un banc. Mais est-ce que l'allégorie est de nous dire ce banc est tout près ou il est beaucoup plus loin? Saunière a dû faire avec l'espace qu'il avait.
Peut-être qu'il nous dit que si on prend le chemin par lequel on accède via ce sous-sol, via cette crypte, peut-être qu'on trouve un autre chemin qui nous amène ailleurs, vers cette cavité où il y a ce banc. Ce banc, on a bien compris tout à l'heure, dans la vidéo qui vous parle de la mort de Berger-Saunière, qu'il est fort probable que ce banc soit aussi une allégorie ou un symbole d'un tombeau. Peut-être que Saunière a trouvé en effet un tombeau. Mais on en parlera un peu plus loin. On comprendra peut-être plus précisément la teneur de tout ça quand on va étudier les autres travaux que notre ami Berger-Saunière a réalisés. Quoi qu'il en soit, les jardins de l'église de Lorrain-Château sont une vraie carte qui nous permet de penser que ce qui est représenté est vraiment ce qui est accessible par les sous-sols de l'église. Alors, si nous résumons, qu'avons-nous? On peut dire peut-être donc que ces jardins sont une carte de ce qui est en dessous. Que ce dessous, il y a une crypte. Une crypte qui est connue, puisque nous avons un document officiel avec ce registre paroissial qui nous dit que les seigneurs de Rennes sont enterrés dans la crypte, donc elle existe. La taille qu'elle a, on n'en sait rien, mais elle est présente. Les sondages faits avec des radars de sol nous ont démontré qu'il y avait des cavités relativement importantes sous l'église, qui pourraient être exactement ce que pourrait être la crypte. Je vous rappelle comme ça rapidement quand même que une crypte dans une église on va dire de l'an 1000, pour résumer, c'est pas rare. Je peux vous faire visiter l'église de la ville de Saint-Céré dans le Lot, et quasiment au pied du maître-autel, vous avez accès à la crypte, dans laquelle on va y retrouver le tombeau d'un saint, en l'occurrence une sainte, ici, à Saint-Céré. Mais ce n'est pas quelque chose de rare. Donc pourquoi l'église de Rennes-le-Château aurait-elle dérogé à la tradition chrétienne de l'époque? Donc en résumé, il y a probablement les tombeaux des seigneurs de Rennes en dessous. Et que ce plan que nous a dessiné Berger-Saunière nous montre qu'il y a autre chose à aller chercher. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que finalement, le chemin qui courrait sous l'église et qui mènerait, on dirait, si on était dans les jardins jusqu'à la Villa Béthanie, finalement, ils n'amènent peut-être pas la Villa Béthanie. Si on est réellement dans l'église et sous l'église, ils amènent où? Ils amènent dans le presbytère. Et je vous rappelle un détail qui est quand même surprenant, dont on a parlé dans la précédente vidéo sur la mort de Berger-Saunière. Saunière n'a jamais vécu dans la Villa Béthanie. Il n'a jamais voulu quitter le presbytère. Et Marie de Narnaud en fera de même. Donc, on est en train de se dire que finalement, Saunière, dans les jardins de l'église, nous explique ce qu'il a trouvé et ce qu'il y a sous l'église. Il ne nous dit pas encore la teneur de la chose et en quoi ça consiste. Il le fera plus tard. Et finalement, quand en 1887, il va découvrir ses premiers travaux, il va découvrir la crypte, il va donc attendre près de 4 ans avant de créer ses jardins, parce qu'il va petit à petit découvrir quelque chose. Et ce que j'aime à dire, c'est que finalement, tout s'est joué. Tout le secret de Berger-Saunière s'est joué entre 1887 et peut-être 1890. Tout était dit. Après, il n'a fait que vouloir passer des messages, et nous allons y venir un peu plus tard. Il est vrai que le presbytère de Rennes-le-Château est un lieu qui semble anodin, qui ne donne pas d'informations particulières. Toutefois, il faut voir qu'il a été construit à une époque très postérieure à l'église du village. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'église du village de Rennes-le-Château a un aspect très particulier, c'est qu'on y rentre par le côté. C'est pas commun. D'habitude, il y a toujours une façade. On peut rentrer par le côté de l'église, il y a toujours des accès. Et que, justement, la façade sert aux grands événements. Et en l'occurrence, quand l'évêque vient, parce que là, on lui ouvre les portes et on le reçoit avec faste. Il y a le château, il n'y a pas de façade. Enfin, du moins, il n'y en a plus.
le presbytère a été construit collé à la façade de l'église de Rennes-le-Château. Et à tel point que la façade a été redécouverte il n'y a pas si longtemps. Lorsque des travaux ont été faits à l'intérieur du presbytère, eh bien on a mis en évidence l'arc de cette façade. Mais on n'a pas été plus loin. Donc on est bien sur un lieu où le presbytère est collé à cette église. Il est dit, j'avais rencontré il y a ça de nombreuses années, en 1994, si je me souviens bien, un homme du village qui était un élu. Je tairai son nom par courtoisie, parce qu'il y a toujours de la famille sur le village, qui m'a dit, lorsque l'on a fait les premiers travaux dans le presbytère, parce que quand la mairie a décidé d'aménager le presbytère pour en faire déjà un premier musée, eh bien, il a fallu détruire plusieurs choses, dont le dallage qui était ancien et autres. Et là, on m'a dit, bah oui, quand on a gratté, on est tombé sur des têtes de voûte. Et lorsque ça a été présenté à des officiels de la DRAC, semble-t-il, c'est ce qu'on m'a dit, eh bien, on a dit, on couvre tout. Et oui, parce que... Et d'ailleurs, regardez bien les plans d'Alain Féral, dans son livre « Le Royaume des Morts », il nous montre bien qu'en face de l'église, il y avait l'emplacement de l'ancien château comtal de Rennes-le-Château. Là où les seigneurs de Rennes, les anciens seigneurs de Rennes vivaient, dans le haut Moyen-Âge. Je vous rappelle qu'à l'époque, le château que l'on connaît actuellement n'existait pas à Rennes-le-Château. Il y avait ce qu'on appelle le château comtal, un peu comme à Carcassonne. Lorsqu'on regarde Carcassonne, vous avez la cité, et le château comtal qui est dans un endroit de la cité, eh bien, à Rennes-le-Château, c'était pareil. Et on s'aperçoit que le presbytère est construit dans cette zone. Et que vous le verrez un peu plus loin, Béranger Saunière a acquis tous les terrains autour pour faire son domaine. On y reviendra, bien évidemment. Donc je pense que tout s'est fait entre 1887 et 1890, on va dire ça. Une fois que Saunière a compris ce qu'il avait trouvé, il a souhaité laisser des traces. Pourquoi? On y reviendra plus loin. Mais quoi qu'il en soit, les premières traces, c'est le plan de masse de ce qu'il a trouvé dans le sous-sol de l'église. Voilà. Je vais donc vous quitter pour le moment. Je vous salue, je vous estime, et prenez bien soin de vous.